Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 15 juin 2025. Évidemment, les choses se précipitent. J'avais plein de trucs à analyser avant la frappe israélienne, mais ça va prendre le bord pour l'instant. On va se concentrer sur le problème de la Troisième Guerre mondiale et de la politique internationale. Ce qui se passe en politique intérieure américaine, on va le faire cette semaine. Il va y avoir un deuxième web journal cette semaine, même si je suis encore dans les boîtes et tout. Là, on va faire un deuxième web journal cette semaine pour parler de ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire comme web journal. Et donc, ce web journal-ci s'intitule « Le jour de la marmotte » parce que c'est essentiellement une réédition à plus grande échelle de ce qui s'est passé l'été dernier quand Israël avait frappé l'ambassade iranienne en Syrie et là, l'Iran avait répliqué, Israël avait répliqué, etc. J'avais tout analysé ça ici dans le syndrome de l'apocalypse. Je pense que c'est ce web journal-là, le syndrome de l'apocalypse. Et là, les gens paniquaient, disaient que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Et puis, moi, je disais non, c'est du tape à l'œil. Et donc, on va. C'est difficile à croire. Je sais que c'est difficile à croire. C'est difficile parce qu'on est toujours dans l'événementiel, on est dans les sens, on n'est pas dans le raisonnement. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va faire ce qu'on fait d'habitude à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur, mais on ne peut pas juste prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses dans les détails. Il faut avoir la vision et à la fois la vision du mulot et la vision de l'aigle. C'est-à-dire qu'il faut regarder les micro-détails. C'est un petit peu ça, la vision de l'aigle, c'est-à-dire l'aigle a tellement une bonne vision qu'il voit les trucs comme super en HD, mais il faut aller dans les détails. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire du commentariat, comme beaucoup de personnes sur YouTube, faire du commentariat général sans regarder, avec les gros titres, sans regarder ce qui se passe dans les détails. Alors, j'ai un web journal aujourd'hui, ça se peut qu'il soit plus court, je vais essayer d'être extrêmement concis parce que je veux que les gens l'écoutent. J'ai lancé une invitation à d'autres personnes qui font de l'analyse pour venir, avant de se lancer dans des analyses, des élucubrations sur la géopolitique, on va juste regarder un certain nombre de faits. Et c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, un certain nombre de faits très concis. Je vais probablement, étant donné que les opérations vont continuer encore probablement un certain temps, je vais devoir refaire de l'analyse sur ce qui se passe dans cette région-là, peut-être même dimanche prochain. Cette semaine, ça va être politique intérieure américaine, mais on va en reparler. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais ça juste me concentrer sur 4 aspects et qui, selon moi, défont complètement toute la trame narrative médiatique officielle, parce que là, vous dites la trame narrative médiatique, c'est pas juste les médias, il se passe réellement des choses, il y a des explosions à Tel Aviv, puis à Téhéran, les gens meurent, etc. Mais on va justement regarder ça, OK? On va regarder, je sais que vous n'aimez pas ça, est-ce que c'est une version de Dark Alexis? Je ne suis pas certain. Mais on va regarder justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à la dernière frappe iranienne sur Tel Aviv. À titre d'exemple, c'est spectaculaire voir des missiles tomber du ciel, surtout pour les civils, parce que ça, c'est fait, c'est du globi-boulga. C'est de la purée pour les civils, c'est-à-dire c'est impressionnant, ça choque, ça frappe, c'est ça l'objectif, shock and awe. C'est comme, et à partir du moment où on voit des missiles tomber du ciel, on dit Troisième Guerre mondiale parce qu'on a été conditionné à ça. Et à partir de ce moment-là, le processus cognitif, on met le processus cognitif de côté, on est sur l'émotif et on réagit comme ça. Or, vous savez que c'est quoi l'approche à Radio-Québec? On est beaucoup moins sur l'émotif que ça. Puis en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est du tape à l'œil pour les civils. OK? On essaie de nous faire croire que la frappe a pris l'Iran par surprise, alors que la semaine dernière, mercredi, jeudi, les États-Unis demandaient à tout le monde d'évacuer leurs ambassades au Moyen-Orient, en Jordanie, etc., en Israël. Tout de suite, il y avait on était clairement en état d'alerte. La frappe allait arriver. On était au 61e jour. Trump avait donné 60 jours à l'Iran. L'échéancier terminait. On était rendu le 61e jour. Mais c'est ça, donc parce que tout ça fonctionne seulement si on peut croire que l'Iran a été pris par surprise, OK? Donc, on va immédiatement commencer avec cette histoire de changement de régime. Il n'y aura pas de changement de régime en Iran. Il pourra avoir un changement de direction, et c'est probablement vers ça qu'on s'en va, un changement de direction, mais un changement de régime, pour ceux qui connaissent un peu la doctrine militaire,
Je parle aux gens qui connaissent la doctrine militaire, qui connaissent les réalités sur le terrain, stratégiques, etc. Il ne peut pas y avoir de changement de régime. Il n'y a jamais eu de changement de régime avec des frappes aériennes. Ça n'a jamais existé dans l'histoire militaire. Pour avoir un changement de régime, tu as besoin d'avoir des troupes au sol, comme en Afghanistan. Pour chasser les talibans en 2003, ils se sont appuyés sur les rebelles afghans. Sans les rebelles afghans, ils n'auraient jamais pu chasser les talibans. Ça prend des troupes au sol. Ça prend des troupes au sol pour avancer. Et en plus des frappes aériennes, les frappes aériennes ne peuvent pas effectuer un changement de régime. C'est la même chose avec Kadhafi. Ça prenait les rebelles de Benghazi. Sinon, il n'y avait pas de changement de régime. C'est la même chose en Irak. Si les Américains n'avaient pas débarqué des troupes, il n'y aurait pas eu de changement de régime de Saddam Hussein. Comme en 1991, ils sont arrivés là-bas avec George Bush père. C'était juste des frappes aériennes et Saddam est resté. Ça prenait des troupes au sol, ils le savaient. Et ils ont compris ça par la suite. Même chose avec la Serbie. Quand les Américains ont bombardé la Serbie en 1999, les bombardements aériens, c'est très bien. Là, ça fait beaucoup de dommages, mais ça n'enlève pas... c'était quoi, Milosevic à l'époque du pouvoir. Ça prend des troupes sur le terrain. Ils avaient Lučeka. Hein, les troupes de Lučeka, du Kosovo, qui avançaient, etc. etc. Okay? Donc, même chose avec Assad. Assad, il faut voir ce web journal-là parce que c'est un peu, tout ça participe un grand ensemble de reconfiguration complète du Moyen-Orient. Je dis le Moyen-Orient, c'est Proche-Orient en français aussi, c'est Proche et Moyen-Orient, disons Moyen-Orient pour faire simple. Et donc, j'ai bien expliqué dans ce web journal-là que Assad était parti de son plein gré sans avoir tiré une balle, sans s'être battu, etc. On avait bien expliqué ça. C'est un peu s'il y a un changement de direction en Iran, ça prenait des troupes au sol, encore une fois, là, je veux dire, avec le départ d'Assad. Il y a eu un changement de direction en Arabie Saoudite, et je l'ai expliqué dans Donald d'Arabie, c'est-à-dire quand Trump est allé en 2017, il allait rencontrer le roi Ben Salman. 2 semaines après, le roi a abdiqué en faveur de son fils, qui était un réformateur. Et c'est ça que Trump voulait pour reconfigurer la carte du Moyen-Orient. Et on s'en va probablement vers ça ici, c'est-à-dire qu'avec ce qui se passe, c'est probablement, tout ça est probablement le catalyseur d'un changement en Iran, mais ça ne sera pas un changement de régime, ça va être un changement de direction, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du gouvernement des Mollahs, il y a différentes factions, plus ou moins progressistes, etc. Et il va probablement y avoir de plus en plus de places qui va être faite aux progressistes à l'intérieur de l'Iran. C'est le pattern qu'on voit un peu partout. Quand tu regardes la Syrie, quand tu regardes l'Arabie Saoudite, tu regardes un peu partout, là, une reconfiguration dans je pourrais dire, pas l'identité, mais il y a des modifications culturelles ou essentiellement politico-culturelles qui sont à l'œuvre pour refaire la carte. Et tout ça avec la promesse d'accords commerciaux et de... Donnez-moi une seconde. Avec la promesse d'accords commerciaux et, par exemple, d'énergie libre, les trucs au thorium, etc., etc., développement économique. Trump l'a dit à l'Iran. Il l'a dit qu'il voulait la prospérité pour ce pays-là, okay, mais qu'il fallait qu'il y ait des changements. Et donc, ce qu'il veut, ce n'est pas un changement de régime. C'est ce que les Israéliens veulent, c'est un changement de régime. Mais ce dont Trump parle, c'est un accord. Et hier, je pense que c'est hier, il a publié sur Truth Social ici, justement, il a répété qu'il voulait un accord. Il avait donné 60 jours à l'Iran pour un accord et il a répété, encore une fois, qu'il voulait y arriver par la voie d'un accord. Et donc là, on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans une logique de changement de régime. On est dans une logique de changement de direction en Iran. Il va y avoir des changements. Ça ne sera pas un changement de régime comme les changements de régime auxquels on est habitué. Donc, il dit dans son tweet, l'Iran et Israël devraient conclure un accord et le feront, dit Donald Trump. Comme j'ai convaincu l'Inde et le Pakistan de le faire, dans un cas en utilisant le commerce avec les États-Unis pour insuffler raison. Imaginez si l'Iran avait la capacité de faire du commerce développer son marché, avoir accès au marché américain, puis avoir des réacteurs nucléaires au thorium, là, pas de possibilité de nucléaire militarisé. Il y aurait comme des impacts économiques incroyables pour l'Iran. Et donc, il conclut ici de même.
Nous aurons bientôt la paix entre Israël et l'Iran. De nombreux appels et réunions ont lieu actuellement. Je fais beaucoup et je ne suis jamais reconnu pour ce que ce soit, mais ce n'est pas grave. Les gens comprennent. Redonnons au Moyen-Orient sa grandeur. Make Middle East great again. Make Middle East great again. Donc, on s'en va vers une libéralisation. Quand on dit Make Middle East great again, pensez juste à l'Iran des années 70 avant l'arrivée du Shah, avant l'arrivée, je veux dire, de l'Ayatollah. Il y avait beaucoup plus, on voyait les femmes avec les cheveux à l'air, etc. Donc, mais pour ça, le régime, c'est un régime conservateur. Et le régime conservateur ne peut pas juste comme accepter, consentir, etc. Il y a besoin d'être aussi pour sa politique intérieure, poussée dans cette direction-là. Et c'est de cette façon-là que je vois les opérations. Rappelez-vous aussi ce que Thierry Messant disait, c'est-à-dire qu'il y avait j'avais expliqué ça dans le syndrome de l'Apocalypse, j'avais montré le clip où il disait que ils s'entendaient passablement bien. Les conservateurs en Iran, au pouvoir, l'ayatollah, Khamenei et les conservateurs, Netanyahou en Israël, il y avait des coups de fil réguliers, des échanges, etc. Et donc, il y avait comme... Ça, c'était lors des dernières frappes. Là, donc, il disait que c'était des frappes tape à l'œil. Et après ça, les gens ont compris cette semaine, avant la frappe, qu'est-ce qui se passait avec Elon Musk et Donald Trump, la fameuse rixe qui n'était pas une rixe, qui était une fausse chicane, que tout le monde a compris, que Radio-Québec a expliqué depuis 7 ans. Et les gens ont compris ça, mais il y a le même genre de truc, même genre de fausse chicane à l'international. On a juste à penser à Trump-Kim, etc., etc. Et là, ici, c'est un peu de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bombes qui sautent, il y a peut-être même des morts, mais les cibles sont contenues à l'avance et les frappes n'ont pas d'impact stratégique profond. Allons-y avec ça. 2 pays qui se font la guerre, là, regarde, allons-y tout de suite. Quand les USA ou la Russie frappent, là, ils frappent les stations de télévision. Tu vois ici la vidéo Russian military strikes on TV tower near Kiev. Ils frappent les terminaux de chemin de fer, ils frappent les usines, ils frappent partout. Là. Ils frappent les ponts. Quand Kiev frappe, il attaque le pont de Crimée, il attaque le gazoduc, il attaque des raffineries dans le sud de la Russie, toutes sortes des vraies cibles militaires frappées. Même chose, quand les Américains frappent, c'est la même chose ici. US Yemen Airport, ils frappent les aéroports, ils frappent les stations de télévision, 25e anniversaire de l'attaque de l'OTAN contre la télévision serbe. Et rappelez-vous, Bagdad, c'est comme, tu sais, quand ils frappent le centre-ville, il y a comme genre 8 bombes de 2 tonnes qui tombent dans 1 kilomètre carré, puis là, tout s'embrase. Puis là, les gens ont juste plus envie de se battre. C'est l'essentiel de la doctrine shock and awe. OK? Qu'est-ce qu'on a vu présentement? C'est pas ça du tout. Donc, ceux qui sont attentifs à la façon de faire la guerre aérienne pour frapper l'ennemi quand tu veux faire mal, on sait c'est quoi. Ce qu'on a vu là, c'est pas ça du tout, y compris en Israël, y compris la frappe israélienne, qui est une frappe essentiellement tape à l'œil. OK? Donc, allons-y. Je les ai mis ici. J'ai 4 points que je vais développer. J'essaie de faire ça rapidement pour que le plus de personnes écoutent ce Web Journal, pour que personne dise que c'est trop long et que je me répète et que, donc pour être succinct. Et pour ceux qui trouvent que je parle trop vite, vous mettrez ça à 0,75 lors de l'écoute. La frappe israélienne cosmétique sur le nucléaire. On nous a dit, l'Iran est en train de développer la bombe, on n'avait pas le choix. Ils nous disent ça, les Israéliens, on n'avait pas le choix, ils étaient sur le point de. Et donc, on a décidé de frapper les sites nucléaires, etc. Allons-y voir exactement ce qu'ils ont fait. C'est vraiment du tape à l'œil. OK? Donc, ici, ça c'est bon. Israël attaque 3 key Iranian nuclear facilities. Ils ont attaqué les 3 centrales nucléaires ou les 3 sites nucléaires principaux de l'Iran. Et là, on nous montre, CNN nous montre, ils ont acheté des photos satellites récentes et ils nous montrent les frappes ici. Boum, 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 boum. Ça, c'est à Nafaz, je pense, et l'autre, ça, c'est Isfahan, et puis ici, ça, c'est Nafaz. Donc, on nous montre des photos avant-après avec des édifices ayant été ciblés. Bon, OK, c'est très bien. Mais regardez, c'est comme ces 2 édifices sur une cinquantaine. C'est toujours comme 2, 3, 4 édifices sur une cinquantaine, et c'est des édifices extérieurs. Et ça, on nous présente ça comme, voici ce que les Israéliens ont fait. Okay? Ils ont attaqué les centrales nucléaires. Il n'y a, soyons clairs, il n'y a plus rien de nucléaire à la surface en Iran. Ça, ce sont des frappes
cosmétique, tape à l'œil. OK? Donc, ici, courrier international, bombardement à 800 mètres sous terre, Israël peut-il atteindre les sites nucléaires en Iran? Non, il ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Israël ne peut pas frapper le nucléaire iranien. Les Américains ne peuvent pas frapper le nucléaire iranien. Ça fait des décennies que les Iraniens savent que la façon de détruire le nucléaire, c'est avec des bombardements. Ils ont tout enterré à presque 1 kilomètre sous la terre. Ils ont enterré leurs trucs sous des montagnes. C'est-à-dire, genre quelque chose comme 200 mètres, ils ont creusé 200 mètres sous une montagne de 800 mètres, ça fait 1 kilomètre, et donc le nucléaire est complètement hors portée. Et donc, après ça, pensez pourquoi les Israéliens disent qu'ils ont fait quelque chose alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas égratigné la surface du nucléaire iranien. C'est une frappe tape à l'œil. Après la série de frappes aériennes menées ces dernières heures contre les sites militaires nucléaires iraniens, l'armée israélienne a assuré avoir touché les installations souterraines de Natanz, le plus grand site d'enrichissement d'uranium au pays, qui n'a qu'une partie de ces installations sous terre. Mais regardons ici. Donc, à 800 mètres, Israël peut-il atteindre? Non, il ne peut pas. Ça, c'est de la rhétorique de Tzahal. Il n'y a aucune bombe qui peut dépasser 40, 50, 60 mètres de profondeur. OK? Même si c'était 100 mètres, regardez ici. Donc, Institut pour la science et la sécurité internationale, Iran's Natanz Tunnel Complex, deeper, larger than expected. Et là, il nous donne, dans le reste de l'article, il nous donne c'est plus profond et plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Et il nous donne les mesures, c'est-à-dire si on arrive à comme 3, 4, 500, 600 mètres. Regardez ici. Donc, ça, c'est The Economist. Je ne me rappelle plus la date, c'était probablement en 2020 ou 2022. L'Iran met son programme nucléaire hors de portée des bombes américaines. Il n'y a aucune bombe. La seule chose qui pourrait frapper le nucléaire iranien à 500, 700 mètres sous une montagne, là, ou 800 mètres, etc., c'est une bombe nucléaire, puis une grosse bombe nucléaire. C'est juste ça qui pourrait passer à travers tout ça, créer un cratère. Même une bombe nucléaire tactique ferait probablement du dommage en tremblement de terre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une installation nucléaire iranienne, ça c'est Associated Press, une installation nucléaire iranienne est si profonde sous terre que les frappes aériennes américaines ne pourraient probablement pas l'atteindre, etc., etc. Il n'y a aucune façon d'atteindre le nucléaire iranien. Ce que vous avez vu, c'est des frappes tape à l'œil. Et là, pensez après ça, quand je dis c'est pour les civils, là, on nous montre des photos de surface. CNN vous montre des photos de surface qui sont la preuve que le nucléaire iranien a été ciblé. Ouais, on a réussi quelque chose. Et là, pensez après ça. Et donc, pensez après ça à toutes ces frappes tape à l'œil qu'on a vues depuis des années, en fait, depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous notamment, par exemple, les frappes en Syrie, les frappes américaines en Syrie, lorsqu'il y avait eu supposément des attaques au gaz, etc. Trump avait dit, ils avaient comme attaqué la Syrie. Finalement, qu'est-ce qu'ils avaient attaqué? Des hangars vides. J'avais montré les photos, etc. C'était des hangars vides. Vous l'avez ici dans The Independent. Frappe aérienne en Syrie, les États-Unis ont averti la Russie avant les bombardements de missiles de la base aérienne. Ils appellent, disent « on va bombarder dans 2 heures, on va bombarder dans 1 heure ». Puis là, qu'est-ce que la Syrie fait? Les Russes avertissent la Syrie. La Syrie sort tous ses avions, les envoie ailleurs, les avions décollent. Il n'y a pas de frappe surprise. Et donc, c'est une frappe cosmétique pour dire qu'ils ont fait quelque chose parce que l'État profond avait fait une attaque au gaz, donc il fallait réagir. Et donc, ils ont tiré des missiles sur une base aérienne désaffectée. Il n'y avait plus d'avion, il n'y a plus rien. OK? Puis là, il dit genre... Et Trump l'a dit, genre, dans son discours, il y a 2 semaines, où est-ce qu'il a dit à Netanyahou de ne pas y aller. Il dit, il y a une différence entre frapper un laboratoire avec des gens à l'intérieur et frapper un laboratoire vide. Je n'ai pas trouvé de slot pour ça. Allons-y avec ça ici, comme ça. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? In a phone call last week. And blowing it up, right? 2 ways of doing it. Whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? 2 ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution now.
Donc, frapper un laboratoire vide ou frapper un laboratoire, il y a deux façons de le faire. C'est ça, là, ici, c'est quand tu avertis à l'avance, tu frappes des trucs vides, etc. Et regardez aussi, rappelez-vous, à l'automne dernier, c'était au mois de novembre, dans mon web journal Niet, là, il y avait le truc des missiles, des ATACMS, et puis là, tout d'un coup, c'était la troisième guerre mondiale qui commençait. Puis là, on avait analysé l'attaque des ATACMS, et ici, le Pentagone... C'était quoi ici? C'était comme ATACMS score bullseye, hein, en plein dans le mille sur une base militaire russe, les ATACMS font. Là, on avait comme fouillé un peu. Il n'y a pas juste un article, il y avait plusieurs articles qui disaient, notamment ici, Ukraine, le Pentagone et le Kremlin se sont-ils mis d'accord sur la cible des missiles ATACMS? Ils se sont mis d'accord sur la cible, comme en Syrie, ils ont appelé, puis comme... Ils se sont mis d'accord. Si vous ne comprenez pas ça, que c'est du tape à l'œil pour les civils... Okay. Quand on regarde bien la frappe ukrainienne sur un entrepôt quasi vide d'armes datant de la période soviétique, c'est probablement la même chose qui s'est passée quand l'Ukraine a supposément frappé une base aérienne récemment, il y a 2 semaines. Là, j'aurais pu l'analyser. En tout cas, ça, peut-être mercredi. C'est le même pattern. Les Russes sont avertis à l'avance. C'est des vieux avions qui sont là, etc. etc. Donc, un entrepôt quasi vide de la base datant de l'époque soviétique, quasi vide. Et c'est pas juste ça. Dans d'autres articles, on indiquait bien que c'était arrivé sur le périmètre de la base, c'est-à-dire, genre à 3 km de l'entrepôt, la base a fait comme genre 10 par 10, là. Avec les clôtures, là, ben c'est ça, c'est comme dans le champ là-bas, là, à 3 km, le missile était arrivé là. C'était rien, c'est des fausses frappes, comme en Syrie, comme partout, comme ce qui s'est passé l'été dernier, ce sont des fausses frappes. Ça, ici, c'est la même chose. Ils frappent la surface alors que tout est enterré. Comme en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands bombardaient les Américains, les Alliés bombardaient l'Allemagne, les usines, etc., pour faire du dommage, pas des espèces d'affaires tape à l'œil. Ils bombardaient pour faire du dommage. Et l'Allemagne avait construit sous terre toutes sortes d'usines pour ses avions, ses Messerschmitt, les avions, des usines de production d'obus, etc. Tout avait été mis sous terre en l'espace de 2-3 ans. Mais l'Iran, ça fait 20-30 ans qu'il se prépare qu'il s'enterre. Hein? Et c'est ça. Donc, il y a des gigantesques... C'est tout souterrain. Et donc, à quoi rime cette espèce de charade de frappe sur les sites nucléaires iraniens en surface? OK? Que fait un pays? Et là on nous dit, non, ils ont été pris par surprise, Alexis. Tu ne comprends pas. Là, on était sur le bord. Hein? Les États-Unis avaient évacué leurs ambassades, etc. la semaine dernière. Tout le monde savait que la frappe s'en venait, sauf l'Iran. Tu sais, les Perses, là, c'est comme, ce sont des demeurés, là, vous comprenez? C'est ce qu'on essaie de vous faire croire, les mollahs. Là. Et donc, que fait un régime menacé de frappe aérienne imminente par une puissance hostile? Que, tout le monde a vu. Vous ne pensez pas que c'est tous des vieux, hein, les chefs de la garde révolutionnaire, de la garde républicaine en Iran, etc. Ils ont tous des barbes blanches. Ils ont tous vu ce qui s'était passé en Irak. Ils ont tout vu ce qui s'était passé en Syrie. Ils ont tout vu ce qui s'était passé en Libye avec Kadhafi. Ils ont tout vu. Ils savent exactement c'est quoi le pattern de la guerre aérienne alliée israélienne, etc. Ils le savent. Et donc, que ferait un régime menacé de frappe aérienne imminente par une puissance étrangère? La Syrie a très bien joué ses cartes avec la Russie quand ils ont dit qu'ils... je ne veux pas rentrer dans la Syrie là, pour l'instant. Donc, il place son système de défense anti-aérien en alerte maximale. Il place son système de défense anti-aérien en alerte maximale. 2, il place les personnalités VIP du régime en sécurité dans un endroit sûr. Parce qu'Israël ne fait que ça, frapper des scientifiques, entre autres, là, des scientifiques nucléaires. Dans la rue, voitures piégées, ils sont ciblés, les hauts dignitaires du régime sont ciblés, les scientifiques sont ciblés. Là, on essaie de nous faire croire qu'ils sont restés à la maison avec leur famille à boire le thé. Pendant que l'alarme était, les missiles étaient partis, puis qu'ils étaient des cibles légitimes, puis qu'ils n'étaient pas dans une base, c'était pas souterrain, non. Mais en tout cas, donc ils placent ces personnalités VIP du régime en sécurité dans un endroit sûr, puis ils devaient sûrement avoir leur cellulaire avec eux en plus. Pensez-y correctement, là. C'est des Iraniens. 3, ils planifient une riposte stratégique d'intensité égale ou supérieure à la frappe ennemie. Ils planifient tout de suite. Tu t'attends pas de regarder les dégâts. Là, ils ont tout de suite un target package. C'est ce qu'on appelle un target package, là, c'est-à-dire ils vont nous détruire ça, nous frappent nos sites nucléaires, on va frapper exactement avec une intensité égale ou supérieure. C'est ça en relations internationales, ça s'appelle la proportionnalité.
OK? C'est des concepts en relations internationales, là. Alors donc, on constate que les frappes étaient cosmétiques. Là. Le point 1, c'est que fait un régime menacé de frappe aérienne imminente. Il place son système de défense antiaérien en alerte maximale. En alerte maximale. On va se calmer un peu, là. J'essaie d'être rapide et déjà une demi-heure, c'est busté. Je ne serais pas... Donc, quel est le système aérien dont dispose l'Iran? Il dispose du meilleur système antiaérien disponible sur le marché. Le joyau de la technologie russe, le système antimissile S-400. La Russie fournit des batteries de missiles S-400 à l'Iran. Israël devrait-il s'inquiéter? L'Iran reçoit ses premières livraisons de S-400, ça c'était l'été dernier, en 2024, de la Russie. Donc, il dispose du système antiaérien S-400. On va aller voir les capacités du système S-400 parce que présentement, Israël est comme dans le ciel, il frappe, puis on dirait qu'il n'y a aucun anti-aérien. C'est comme, ils n'ont aucune capacité de réponse, de protection, etc. Et donc, c'est comme, soit ils ont décidé, c'est comme Assad, soit ils ont décidé de ne pas tirer, de ne pas se battre, ou le système, les Russes ont désactivé le S-400, ils pèsent pour essayer d'arrêter les missiles, puis ça ne fonctionne pas. C'est comme, merde. Et donc, ce serait comme... Parce qu'il n'y a aucun anti-aérien présentement. Là. Il n'y a présentement aucun anti-aérien. Le S-400, c'est quoi le S-400? C'est le système aérien, anti-aérien que l'ensemble de la planète veut acheter. C'est de loin supérieur au système Patriot. OK. Allons-y avec les capacités ici. Juste pour que vous puissiez comprendre ce à quoi on a affaire ici. Donc, il est conçu pour engager des missiles antimissiles, des radars de surveillance, des avions de reconnaissance, des avions stratégiques et tactiques, des missiles balistiques tactiques et de théâtre, ICBM, là, des missiles balistiques de moyenne portée et d'autres moyens d'attaque aérienne actuels et futurs à une portée maximale de 400 km et à une altitude de 30 km. Il peut également détruire des missiles de croisière Tomahawk et autres types de missiles, y compris ceux à guidage de précision, ainsi que des avions AWACS à une portée maximale de 400 km. Il peut également détecter des avions furtifs. Il peut détecter des avions furtifs, d'autres cibles à toutes les altitudes et leur emploi au combat et à des portées maximales. Ce système de missiles de défense aérienne peut engager simultanément 36 cibles. Un seul système, je pense que c'est un package de genre de 2 ou 3 camions avec des missiles, plus un système de commandement, etc. Là, c'est un package. Un seul de ces systèmes-là peut engager 36 avions, missiles, des missiles comme les genres de missiles qui ont été envoyés par Israël, des missiles balistiques. 36 simultanément, c'est-à-dire ils sont détectés à 600 km et il peut les engager à partir du moment où est-ce qu'ils arrivent à 400 km, puis il y a un deuxième palier à 250 km, puis un autre palier genre à 120 km, etc. Et combien ils en ont, sachant que leur principale préoccupation, c'est la frappe aérienne. L'Iran ne se préoccupe pas de troupes au sol. Là. Il n'y aura pas d'invasion de l'Iran, là, parce que c'est l'Irak puis l'Afghanistan de chaque bord. Il n'y aura pas d'invasion de Marines, il n'y aura pas d'invasion de l'Iran, là. C'est pas possible. La seule préoccupation de l'Iran, c'est l'anti-aérien. C'est pour ça qu'ils se cachent sous terre puis qu'ils ont le meilleur système anti-aérien au monde. Ils ont aussi des satellites en passant, Kawsar et Hudhud. Les satellites First Signal to Iranian Scientists, ils peuvent détecter dès que les missiles sont lancés, dès que les avions décollent des bases israéliennes, ils ont évidemment, comme ils sont alertés. Le système de missiles S-400, tout ce que vous devez savoir sur une arme de défense avancée utilisée par l'Inde et le Pakistan, mais il y a des informations, d'autres informations intéressantes ici. Donc, ces missiles peuvent engager des cibles volant à des vitesses allant jusqu'à Mach 14, 17 000 km/h et à des altitudes allant de 10 mètres à 30 km, y compris des missiles balistiques aux confins de l'espace. Hein, c'est intercontinentaux. Très mobile, le système S-400 peut être déployé rapidement. Ils étaient sous alerte en plus. Le système est également conçu pour fonctionner dans des environnements de guerre électronique dense avec des radars équipés de mesures de protection électronique pour résister au brouillage et contrer la technologie furtive. Il n'a pas été utilisé. Okay? Il n'a pas été utilisé. Posez-vous la question. Normalement, ça règle le sort de l'aviation israélienne, ça, là, ces systèmes-là. C'est pour ça qu'ils les ont acquis. Ils les ont acquis pas pour se protéger de l'Afghanistan, là. Ils les ont acquis pour se défendre contre Israël et ils ne les utilisent pas.
Les S-400 utilisent 4 types de missiles pour créer une défense couche. Bon, c'est ça, là, je vous ai donné la portée, etc. Et là, vous regardez, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça, là. En tout cas. Donc, c'est le système... c'est le système antiaérien le plus sophistiqué au monde. Il y a des rumeurs d'un S-500, mais il n'est pas vendu. Il est utilisé seulement par la Russie. Ce système-là peut détruire les cibles, les avions, les missiles, etc., avant même qu'ils entrent dans l'espace aérien iranien. C'est-à-dire à partir du moment où ils sont au-dessus de l'Irak. Comprenez? Et là, on nous présente ça comme si Israël avait comme carte blanche dans le ciel iranien. Vous voyez ici comme des frappes massives, ça c'était aujourd'hui, des frappes massives ont eu lieu à Téhéran après que l'armée israélienne a averti les Iraniens se trouvant à proximité d'usines d'armes. 5 voitures piégées. Ça dit traquer les lanceurs de missiles, etc. Ils ont libre accès au ciel iranien, alors que les Iraniens ont le meilleur système de défense antimissile au monde. OK? Après ça, on va y aller rapidement là-dessus. Donc, assassinat ciblé, on essaie de nous faire croire que Israël a réussi à faire des assassinats ciblés de hauts dignitaires du régime avec des missiles balistiques en période de crise. C'est-à-dire, alors qu'on est en état d'alerte, et que normalement, ces gens-là sont protégés parce que c'est ce que fait un régime quand il est menacé de frappe aérienne. On protège les hauts dignitaires du régime, on les met dans des bunkers, des trucs comme ça. On essaie de nous faire croire qu'ils ont été capables de faire des assassinats ciblés avec des missiles balistiques, là. Tirer d'Israël, là, tu sais. D'Israël, là, tu es capable de tuer, là, Ashwaz Nashwari dans son édifice, dans son complexe résidentiel de Téhéran. Là. Il n'a pas été caché dans un bunker, mais tu es capable quand même de le détruire. Et tu es capable de détruire tous les hauts gradés, le chef de la garde républicaine, qui n'était pas, lui non plus, la totalité des hauts gradés du régime n'étaient pas, ils étaient chez eux à boire le thé en Iran. Personne n'était dans un bunker. Tout le monde avait probablement son cellulaire ou même sa pagette pour se faire localiser. Et même, là, c'est aujourd'hui, même le chef du renseignement iranien, le chef du renseignement militaire iranien et son secrétaire ont été... Il n'y a aucun système de défense, aucune protection. Vous voyez combien c'est complètement ridicule. Ça n'a absolument... Je veux dire, il y a ça, puis il y a le Père Noël. Le personnel est remplaçable. Mais maintenant... Pourquoi? On a vu, le point 1, c'était que les frappes étaient cosmétiques. Ils n'ont rien touché de tout ce qui était sous terre, qui est l'essentiel du nucléaire iranien. 2, à quoi sert de détruire des scientifiques et des militaires? Parce que ça ne change rien aux capacités de l'Iran. Le personnel est remplaçable. Il y en a 10 qui veulent les remplacer en arrière, ceux-là. Là. Il y en a 10 derrière, tout aussi compétents. Ils ont des centaines de milliers de personnes dans l'armée. Je veux dire, le personnel est remplaçable, les capacités demeurent. Donc, tant au niveau de la frappe sur le personnel, tant au niveau de la frappe sur les infrastructures, il n'y a rien, il n'y a pas de... Et là, pensez-y, risquer de déclencher la Troisième Guerre mondiale pour aucun gain tangible. Parce qu'il n'égratigne pas le nucléaire iranien. Donc, il provoque l'Iran, là. Tu sais, c'est comme tu rentres dans la tanière du loup, dans la tanière de l'ours, là, puis il n'y a aucun bénéfice. Tu vas attirer la réponse sur toi et tu n'auras absolument rien réussi, rien acquis. Pour rien, tu sais, c'est comme les films, là, les clips de YouTubers qui font des conneries puis qui se cassent la gueule. Ça peut... Donc, tu vas attirer sur ta population, sur tes villes, le feu du ciel iranien, parce que l'Iran, c'est comme le Hezbollah, là, à la puissance 10 en termes de puissance de missiles. Ils ont des centaines de milliers de missiles balistiques et des missiles ultrasoniques, hypersoniques qui peuvent rayer des villes de la carte. Et donc, tu vas les provoquer comme ça pour finalement ne rien entamer. Ils n'ont pas fait une égratignure sur le nucléaire iranien. Ces gars-là ont déjà été remplacés. Ils meurent. S'ils sont vraiment morts, évidemment, c'est ce que moi, je ne pense pas qu'ils sont morts. Mais s'ils étaient vraiment morts, ils auraient été remplacés immédiatement, c'est-à-dire, là, la frappe, tu attends la frappe, tu t'appelles un tel, tu dis, tu es maintenant le nouveau clac-clac et c'est réglé. La Russie n'est même pas capable d'opérer des assassinats ciblés comme ça des hauts dignitaires de Kiev. La Russie n'est pas capable de le faire avec des missiles balistiques, pensez-y, là.
Parce que quand tu sais que tu vas te faire frapper par des missiles comme ça, tu bouges, tu restes pas à la même place, puis tu gardes pas ton cellulaire ou ta pagette sur toi, ou tu es dans un bunker, etc. C'est la réalité de la guerre aérienne. Il y a des... Quand tu as une guerre de terrain, ben, tu creuses des tranchées, tu remplis des sacs de sable, puis il y a une stratégie pour la guerre de terrain, puis il y a une stratégie pour la guerre aérienne. Pour la guerre aérienne, qui est la seule guerre qu'Israël peut livrer contre l'Iran, mais c'est des frappes comme ça contre les personnes. Puis là, vous me dites genre qu'ils ont frappé, regarde ça ici, là. Et on essaie de nous faire croire qu'ils étaient chez eux. Israeli airstrike claims 60 lives in apartment block. Ils ont frappé des blocs appartements pour tuer les scientifiques et les dignitaires. Ben, ils étaient en période de crise alors que tout le monde a évacué les ambassades et que tout le monde est en état d'alerte. Les États-Unis sont peut-être passés même en DEFCON 3, comme dans le film Crimson Tide, là, parce qu'il y a une possibilité de riposte nucléaire et tout, puis on frappe le nucléaire. Puis ils sont probablement passés à... Je pense pas, en fait, qu'ils sont passés à DEFCON 3 parce que je pense, en fait, qu'ils savent que tout ça, c'est du tape à l'œil, qu'il n'y a pas eu... que les frappes israéliennes étaient convenues avec les Iraniens et que les frappes sur Israël étaient convenues avec les Israéliens parce qu'il n'y a rien de dommageable qui a été frappé. Okay? Il n'y a rien de dommageable qui a été frappé, ni en Iran, sauf si vous croyez cette histoire que les scientifiques étaient chez eux à boire le thé en attendant la frappe. Pas dans un bunker, pas protégé, que les Iraniens n'étaient pas prêts à une guerre aérienne alors que ça fait 30 ans qu'ils se préparent contre Israël et que c'est la seule guerre qu'Israël peut livrer. Puis ils ont été pris par surprise. Ils ne s'attendaient pas, ils pensaient qu'elle allait... Ouais. Et donc, ça, c'est pour les VIP. Et après ça, finalement, la riposte. L'Iran qui, on l'a vu, je ne vais pas vous montrer les vidéos, on a tout analysé ces vidéos-là dans le web journal de l'été dernier, où est-ce que c'était, il y avait comme plein d'espèces de petits spots dans le ciel qui avançaient. Et que aucune guerre aérienne avec des missiles se joue comme ça, avec des petits trucs dans le ciel facilement identifiables, bien illuminés pour que la DCA les arrête et tout et tout. C'est un beau show pour les civils, mais ça n'a aucune réalité militaire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça s'est passé en Serbie, quand les Américains ont frappé. C'est pas comme ça que ça s'est passé en Irak. C'est pas comme ça que ça se passe en Ukraine. Quand il y a des guerres aériennes massives, on les voit pas, les missiles. OK? Il y a eu, par exemple, cependant, j'ai vu comme 1 ou 2 missiles balistiques frapper le sol. Sauf qu'encore une fois, rien de dommageable n'a été frappé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de web journal, c'est-à-dire que, regardez, quand les Américains et les Russes frappent, quel genre d'infrastructure ils ciblent. La seule chose qu'on a vue, là, c'est des édifices résidentiels. On ne sait même pas s'il y avait des gens dedans. C'est un quartier en développement. On ne sait pas, là, tu sais. Des autos retournées, etc. Des quartiers résidentiels, aucune infrastructure majeure, alors que supposément les Iraniens se sont fait, je veux dire, décapiter la garde républicaine et frapper leur centre nucléaire, là. C'est majeur. Et donc, mais l'Iran n'a appliqué avec rien, alors que tout le monde sait qu'ils ont des missiles hypersoniques hyper précis, là, avec ces guidages satellites, avec des positionnants GPS. Ils savent où est le quartier général du Mossad à Tel Aviv. Ils savent, ils auraient pu frapper la Knesset, le Parlement israélien, ils auraient pu frapper des usines de purification d'eau. Ils auraient pu frapper l'aéroport Ben Gurion, ils auraient pu frapper des hubs technologiques, ils auraient pu frapper la compagnie d'électricité, Israel Electric Corporation, IEC. Ils n'ont rien fait de ça, ils auraient pu frapper la télévision, ils n'ont rien fait de ça, rien. C'est exactement comme l'année dernière. Quelques voitures, quelques édifices résidentiels écroulés, on sait même, comme je vous le dis, on ne sait même pas si ce n'est pas du développement récent. Inhabité avec 100 personnes dedans, ou des voitures retournées, etc. Il y a ça ici intéressant, il y a le Akiria. Le Akiria, l'édifice Akiria, c'est l'édifice, c'est comme le Pentagone israélien au cœur de Tel Aviv. Oui, les Israéliens placent aussi leurs infrastructures militaires parmi les civils. Et le Akiria, on nous dit que le Akiria a été touché. OK. Ça, c'est l'édifice. Et là, c'est passé donc à Laura Ingraham sur Fox News. Il y avait un reporter, on nous dit, vous voyez, le quartier général de l'armée israélienne a été frappé. Et là, ça nous rappelle, les gens CNN durant la guerre du Golfe, ils portaient des casques, puis supposé il y avait du gaz, et puis finalement, il n'y avait rien. Et ça me rappelle aussi, pensez à ça ici, quand la BBC annonçait que l'édifice numéro 7 s'était écroulé.
Et finalement, il était derrière la fille. Il était là, dans le live, il était là et on annonçait qu'il venait de s'écrouler. Il était encore visible debout. Et c'est la même chose qui s'est passée en direct avec Laura Ingraham. On nous a annoncé que le quartier général de l'armée israélienne avait été touché. Et finalement, dans le reportage, on voit qu'il n'y a pas une hostie de vitre de cassée. Il n'a pas été touché. Alors que si les Iraniens avaient voulu frapper le Pentagone israélien, on se serait attendu à quelque chose comme ça et il n'y a pas grand-chose qui aurait pu les arrêter. On sait à quoi ressemble une frappe. On sait à quoi ressemble une frappe sur un édifice. Un édifice, après avoir été frappé, n'est pas comme ça, là. Il n'est pas encore totalement intact avec pas une hostie de vitre de cassée. C'est pas ça. OK. Et donc, encore une fois, on vous gave. Je vous montre le clip avec Laura Ingraham, traduit par Hello Traduction. Merci beaucoup, Hello. Et là, ça a l'air d'un montage parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, ne filmez pas. Et puis là, on le voit rapidement, puis il tourne comme ça. Mais moi, j'ai fait la capture d'écran, puis on voit très bien qu'il n'y a absolument aucun dommage. Respondent Trey Yingst has been up all night, is standing by with all the details. Trey, what can you tell us? Yeah, Laura, following that Israeli attack against Iranian nuclear facilities and top IRGC leadership overnight and into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And voilà, la version du Pentagone, le Kiryat, et il est intact, il n'y a pas une hostie de vitre de cassée. Et là, quelqu'un dit bougez, parce que de sorte qu'on ne puisse pas vraiment examiner. The building on this compound was just hit. Please go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now... Ouais. C'est un peu... OK, donc le building était... Tu sais, imagine, ils ont sûrement... Tu sais, si j'étais dans les services de renseignement israéliens, j'irais sûrement casser 2-3 vitres là, quelque part dans l'édifice, mais... Pour dire, oui, il y a un éclat, on pourra toujours justifier qu'un éclat est tombé sur l'édifice, comme l'édifice numéro 7, là, il y a un éclat, ils ont reçu des débris, puis finalement, l'édifice s'est effondré. Tu trouves toujours une façon de... Mais une vraie frappe iranienne aurait produit quelque chose comme ça. Et on ne verrait pas l'édifice debout dans le reportage. C'est complètement ridicule. Donc, ils n'ont rien frappé. Ils n'ont rien frappé de ce que les Américains auraient frappé s'ils avaient attaqué un pays, de toutes les infrastructures militaires. J'ai comme une liste de cibles, comme j'en sens enfin, là, et il n'y a rien de ça qui a été touché. Il n'y a rien de ça qui... Donc, vous voyez, la question, c'est pourquoi voudrait-on vous faire croire que le site du ministère de la Défense israélienne a été attaqué. Pourquoi on raconte des bobards comme ça? Pourquoi on nous dit que les sites iraniens ont été attaqués alors qu'ils n'ont rien fait? Vous voyez qu'il y a du mensonge, il y a de l'enflure. On vous présente aussi... c'est pas une vraie guerre. Je veux dire, il y a plus que de la propagande. On vous montre des propulseurs de... On vous montre des propulseurs de missiles iraniens à Tel Aviv. On avait regardé ça la dernière fois dans le dernier Web Journal. Rappelez-vous le propulseur qui tombait littéralement sur une personne et qui la tuait. Là, vous vous rappelez de celle-là? Là, on vous montre des propulseurs. Il y en a quelques-uns comme ça, là. Vidéo. Donc, vous voyez, c'est bel et bien un propulseur qu'on essaie de nous faire avaler, là. Ça, c'est la preuve qu'il y a eu une vraie attaque de missiles sur Tel Aviv. On ne peut pas le nier, il y a des propulseurs qui sont... On va juste comprendre un peu comment ça fonctionne, un missile. Vous avez ici, donc je vous ai fait un petit graphique, là, OK? Vous avez ici, en orange, l'endroit où ça décolle. Ça décolle de l'Iran. OK? Le propulseur, c'est comme la navette Challenger. C'est comme les boosters de la navette Challenger. C'est-à-dire, quand ça monte, éventuellement, c'est dans la phase d'ascension que les propulseurs tombent, etc., etc. Puis quand on arrive en hauteur, là, la navette part tout seul. Bien, c'est la même chose. Les propulseurs retombent en Iran. Il n'y a aucun propulseur qui se rend à destination, jamais nulle part. Donc, vous voyez ici, Iran... donc, lancement du missile,
très rapidement, après comme genre 1 minute à peine, il y a une première séparation. Et là le propulseur tombe. Après 1 minute, la partie avec c'est la partie, le propulseur, c'est ce qu'on vous voyez ici, là. La grosse partie, le propulseur tombe et il y a la tête qui part tout seul. Donc, après ça, des fois, il y a comme une deuxième section qui décolle. Puis ça, et là, comme, vous voyez, mais tout ça, ça tombe au début du lancement. Ça tombe en Irak, ça tombe en Iran, ça tombe en Irak, ça tombe pas en Israël. À la fin, la seule chose qui tombe en Israël, c'est l'ogive. C'est le bout ici, je ne sais pas si c'est clair, là. Juste le fait qu'on nous montre des propulseurs comme ça à Tel Aviv, c'est complètement ridicule. C'est encore une fois, c'est du tape à l'œil pour les civils. Vous allez bouffer ça, là. Il y a comme plein de personnes sur YouTube qui vont faire du commentariat en disant qu'il y a eu une guerre entre les deux, puis c'est comme... c'est dangereux, Israël a frappé le nucléaire iranien alors qu'ils n'ont rien fait, puis que l'Iran, dans sa riposte, a rien fait. Puis que c'est exactement comme l'été dernier, c'est du piou-piou-piou. Il y a peut-être des personnes qui sont mortes. Il y a quand même des personnes à l'intérieur des gens qui nous écoutent là, qui croient que genre, le Mossad a créé le 11 septembre, qu'ils ont été capables de faire ça, puis avec des armes à énergie dirigées, etc. Mais si on explique ça ici, là, ils adhéreront pas, bizarrement. Mais... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et il y a même, c'est même fort probable que des missiles israéliens aient frappé, comme on l'a montré, les installations de surface de ces centres nucléaires-là, sauf que les cibles ont été convenues, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés passer. La cible, les coordonnées, le package était convenu. Il n'y avait aucune menace. De toute façon, il n'y a aucune menace parce que le nucléaire est enterré. C'est pour ça que les S-400, l'anti-aérien, n'est pas entré en action, parce que les cibles sont convenues. Les cibles sont convenues. Même chose en Israël. Aucune cible d'importance n'est ciblée. Ça tombe dans les terrains vagues, des stationnements. Ça tombe dans des stationnements. Il n'y a aucun édifice majeur au centre-ville qui a été réduit en miettes. Les coordonnées, là, les codes, ils ont probablement le code du missile avec le code de la coordonnée GPS. Le ND 492X-5 a la coordonnée genre 46.59 nord, 22, 24 sud. Puis là, tu le vois, tu peux le suivre en attente. Il y a d'aucune façon, Israël je suis trop... comment je pourrais dire? Je suis sidéré parce que ça, c'est quand tu regardes de près, tu regardes. Je suis sidéré que les gens adhèrent à ce narratif, cette trame narrative-là. Okay? C'est juste ça. J'essaie de convaincre, j'essaie de trop de convaincre. On va y aller. Donc, en résumé, la frappe israélienne est superficielle et ne neutralise en rien le programme nucléaire iranien. Rien, zéro, nada, pouf. L'Iran est doté du système antiaérien le plus sophistiqué du monde et laisse les Israéliens opérer sans résistance dans son espace aérien. C'est une autre possibilité. C'est pas une autre possibilité, je veux dire, c'est probablement ça qui se passe. 3, l'Iran ne protège pas ses scientifiques ne protège pas ses scientifiques et hauts dignitaires du régime en même temps, même en temps de crise mondiale. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Okay? C'est ça. Donc, l'Iran, ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Or, ce n'est pas... donc, l'Iran ne protège pas ses scientifiques, parce qu'il y a une erreur, il y a une faute, là, donc je suis bug. L'Iran ne protège pas ses scientifiques ni ses hauts dignitaires du régime, même en temps de crise mondiale pour laquelle ça fait 30 ans qu'ils se préparent et qu'ils enterrent leurs installations parce qu'ils savent que c'est une offensive aérienne. C'est la seule chose qu'Israël peut faire et ils ont prêté flanc sans aucune défense, ni anti-aérienne, ni une défense de leur personnel. Ils ont prêté flanc au moment où ça avait été annoncé à l'avance. Ça vient-tu te frapper, là? C'est-tu comme genre... Et puis finalement, une riposte tape à l'œil de l'Iran sans volonté de faire mal qui laisse les symboles politiques et les infrastructures civiles et militaires intactes. Pensez réellement là, que c'est du gros beef entre les deux?
OK. Je pense qu'on va laisser ça comme ça ici. Est-ce que j'avais autre chose? Juste des fois dans l'ouverture, j'ai des trucs. En Iran, tout est enterré. Je pense que c'est ça. On va laisser ça là. Donc, la frappe, la riposte n'a aucun sens militaire. Comme complément d'information, si vous voulez analyser les images plus en détail, je les ai analysées ici dans le syndrome de l'apocalypse, etc. Voilà, donc, on va laisser ça ici. Donc, pour moi, non, il reste autre chose finalement. Le pourquoi du truc. Les gens me demandent le pourquoi. On va y réfléchir longtemps, le pourquoi. Mais je pense que d'une certaine façon, il y a... d'une certaine façon, il y a une forme, on s'en va vers une paix régionale, vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on explique en long, en large, la réduction des tensions, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, la pacification de toute la région, la signature des accords d'Abraham, l'extension des accords d'Abraham, etc. On a tout expliqué. Il va éventuellement y avoir la reconnaissance d'un État palestinien. Pour qu'il y ait une paix dans la région, il faut changer les mentalités et les façons de faire. C'est ce que Trump a commencé à faire avec la nomination de Ben Salman et donc les réformes qu'ils sont en train d'introduire en Arabie saoudite, notamment sur le droit des femmes, etc. Donc, pour qu'il y ait une paix dans la région, il ne faut pas juste qu'il y ait comme de la signature de traités, nous ne nous attaquerons pas. Il faut changer les mentalités et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ce changement de mentalité va se produire avec l'Iran. Il va y avoir un changement, il va certainement y avoir un changement de direction sans changement de régime, je pense. En tout cas, ce ne sera pas un changement de régime dans le genre on bombarde et puis là, on renverse le gouvernement parce que il n'y a aucun changement de régime qui se fait comme ça, jamais nulle part, tout le monde le sait. Les spécialistes en stratégie militaire savent que pour un changement de régime, ça prend les troupes au sol, ce qu'ils n'ont pas en Iran. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre aérienne et l'Iran est préparé à ça. Mais l'Iran a probablement consenti à des changements, comme l'Arabie saoudite, et le fait que le régime soit décapité va permettre de mettre en place, peut-être remplacer, comme Ben Salman, là, remplacer des vieilles têtes blanches conservatrices par du nouveau sang un peu plus progressiste. C'est ce que je pense. Okay? Il va y avoir un accord régional, comme le dit Trump dans son tweet d'aujourd'hui. Il dit avec des bénéfices commerciaux et de la prospérité pour l'Iran, au lieu de mettre des centaines de milliards en armement, etc. Imaginez s'ils mettaient ça dans le développement des infrastructures pour le bienfait de la population. On arrive toujours à cette conclusion-là. C'est ce que Trump a dit quand il est allé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, etc. Il a dit sur la tribune, on veut le développement, on veut que vous arrêtez de mettre de l'argent dans les armes et on veut la paix et on veut que l'argent aille dans le développement humain, le développement des infrastructures au Moyen-Orient, who knows, un programme spatial iranien, il existe déjà, mais comme les possibilités sont énormes au lieu d'être dans les divisions, les tensions, la guerre, etc. C'est ça la vision de Trump. Donc, un accord régional. Ce que fait ces frappes-là, etc., ça permet un remplacement du personnel et aussi ça met de la pression interne. Il y a probablement des vieux faucons en Iran qui veulent rien savoir, là, des durs à cuire puis qui sont prêts à mourir. Rappelez-vous, l'Iran, c'est ce pays-là qui envoyait ses enfants marcher dans le désert pour sauter sur les mines. Je l'ai montré dans mon truc sur Gaza, pour faire de la place pour les tanks en arrière. Il y a une volonté. Ces gens-là n'ont pas peur de la mort, etc. Puis il y a probablement des vieux calices, comme on dit au Tibet, là, pas au Tibet, mais au Québec, qui veulent rien savoir du changement, etc. Et donc ça permet de faire bouger le personnel, faire bouger les mentalités. C'est comme en anglais, on appelle ça nudge. Tu pousses, il y a de la pression extérieure pour du changement, etc. Et c'est pas juste genre, j'ai décidé que ça devient comme une nécessité par la force des choses. Et ça aide les forces, je ne dirais pas progressistes, là, parce que c'est quand même des conservateurs, là, mais c'est ceux qui poussent pour du changement en Iran, ça leur donne de l'oxygène. Mais il n'y aura pas de changement de régime, je pense. C'est parce que ça prend des troupes au sol. C'est un peu le même pattern qu'on avait vu avec Soleimani. C'est exactement ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer là-dedans encore une fois, mais on retire un vieux faucon conservateur et qui
Et après ça, immédiatement après, on propose un accord de paix. 3 semaines après le retrait de Soleimani, on propose un accord de paix dans la région, etc. C'est probablement la même chose. Vous voyez un peu ma perspective, là. Je ne vais pas répéter les mêmes mots. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Okay? Donc, des changements pour l'Iran, sans changement de régime, comme en Arabie Saoudite, etc. Okay? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça répond à vos questions? Il n'y a pas eu de vraie attaque sur le nucléaire iranien. Il n'y a pas eu de vraie attaque, il n'y a pas eu de vraie réplique sur les infrastructures israéliennes. OK? Il y a peut-être eu des morts, peut-être. Les coordonnées étaient connues d'avance. Tu ne peux pas tout calculer dans ce genre d'opération-là. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux, mais c'est une prise de bec. C'est une prise de bec sans vraie conséquence, qui va mener à quelque chose de mieux. C'est comme ça que je vois ça. Voilà. Voilà. Donc, on remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec, ceux qui nous permettent de survivre, continuer à faire ces analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Encore une fois, ce sont des analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce sont des analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec nous permettent de donner ça gratuitement à tout le monde. Imaginez le cadeau que vous faites à l'humanité. Et je ne veux pas me lancer trop de fleurs, mais je veux dire, à tous les auditeurs. Il y a comme 99, c'est pas 98, 99% de nos auditeurs qui ne contribuent pas, qui regardent paresseusement, puis, mais qui sont... parce qu'Internet, c'est gratuit, etc., mais ça ne serait pas possible sans le 1%. Ça ne serait pas possible sans le 1% qui nous appuie. Et je serais toujours redevable à ceux qui nous ont propulsés au cours de ces années-là. Des années difficiles, potentiellement la Troisième Guerre mondiale, mais qui va déboucher vers quelque chose de beau, à mon sens. OK? Voilà. Donc, vous savez comment nous aider, surtout qu'on a sauté une semaine, là, puis on le sent. Donc, Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal-Québec, H2L, 4Y5. Vous avez les coordonnées générales, là, donc par transfert, par PayPal, par Interac, par carte, etc., etc. OK. Est-ce que c'est correct qu'on va se rencontrer cette semaine pour un web journal sur la politique intérieure américaine? Ça va être moins enlevant et puis moins enivrant. J'espère que ça vous a plu. On va garder ça en dessous d'1 heure. Allez! Bonne fête des pères. À la prochaine. À cette semaine.